Bon, la Joconde est un tableau de Léonard de Vinci peint entre 1503 et 1506, représentant probablement Lisa Gherardini. Bref, voilà pour les banalités. Un tas de légendes obscures circulent sur ce tableau. De mon point de vue, c'est normal. La peinture la plus connue du monde représente simplement une bonne femme assise aux couleurs ternes. Il est donc normal que les idées fusent. Alors organisons-nous et commençons par les mythes qui ont aujourd'hui une réelle explication. La théorie qui avait le plus d'adeptes était celle selon laquelle la mode du sans sourcil était de mise. À cette époque, il fallait avoir le front haut pour être à la pointe du style, quitte à s'épiler les cils, les sourcils, voire même le haut des cheveux. Ce qui faisait de Mona Lisa la fille la plus swag du XVIe siècle. Mais une équipe de chercheurs de la société Lumière Technology a montré en 2007 que Mona Lisa était une rebelle et qu'elle avait bien, à l'origine, des sourcils. Certes fins, mais des sourcils quand même. Ceux-ci se seraient effacés avec le temps pour ne laisser qu'un horrible front proéminent en 2016. Tandis que certains voient dans les yeux de Mona Lisa des craquelures, d'autres y voient inscrits les lettres L et S. Selon cette théorie, ces lettres représenteraient l'amour entre Leonardo et Bianca Giovanni Sforza. Mais l'idée d'aller y mettre un prénom et un nom de famille, pour moi c'est super louche. Et c'est un peu le cas des autres théories qui affirment par exemple que la Joconde serait un homme, un autoportrait, ou même 3 personnes superposées par différentes couches de peinture, ou même encore 3 versions de la même personne. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va s'intéresser au mystère du sourire de Mona Lisa. Un sourire si féminin, si... Ok, venons-en au but. Je vais vous demander toute votre attention et votre plus bel écran. Il faut quand même savoir que si ça ne marche pas ici, si vous êtes sur un écran de téléphone ou un petit écran d'ordinateur, il suffira de réessayer plus tard ou de me faire confiance. Hein ? Le sourire de Mona Lisa est spécial. Ralph, tu seras dans l'équipe spéciale. Je suis spécial! Quand nous le regardons, il semble être à peine visible, mais semble s'agrandir lorsque nous regardons ailleurs. Je vous laisse essayer, et le mieux donc c'est d'avoir un écran assez large ou la Joconde chez vous, mais on va parier sur l'écran. Bref, pourquoi ? Comment se fait-ce ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On va essayer de répondre à ces questions. De délicieuses lasagnes au saumon. À cause de notre système visuel qui analyse différemment les stimuli en fonction de là où ils sont placés dans notre champ visuel. Ouais, bon, l'intro servait pas à grand chose, il faut quand même se l'avouer. Mais pour répondre à cette question, il va falloir analyser le fonctionnement de nos yeux et de notre cerveau pendant que nous voyons. Alors un œil, qu'est-ce que c'est ma bonne dame ? Quand un rayon lumineux approche, il passe à travers l'iris pour venir frapper le fond de l'œil. Celui-ci est tapissé de différentes cellules. Les cônes qui s'occupent de la vision de jour, des couleurs, et les bâtonnets qui se chargent de la vision de nuit en noir et blanc. Faites le test la nuit, vous distinguerez les formes mais pas les couleurs. Quand je parle de vision de jour et de nuit, il faut comprendre que les bâtonnets sont très sensibles à la lumière, 25 à 100 fois plus sensibles pour être plus précis. Ces cellules n'ont besoin qu'une petite quantité de lumière pour fonctionner. La fovea est la partie la plus sensible aux couleurs, elle sert de zone de précision pour notre vision. Elle se trouve dans le prolongement de l'axe visuel de l'œil. Elle est très sensible aux couleurs car elle n'est composée que de cônes, les bâtonnets étant situés sur la zone périphérique de la rétine. On dirait pas comme ça, mais notre champ de vision est très limité. Nous ne voyons net que sur un petit pourcentage de notre vision. On estime que le champ de vision de la fovea est à 1 degré pour sa résolution maximale et 6 pour la vision précise de manière générale, le reste étant interprété plus que vu. La zone autour de la fovea est, elle, en charge de la vision grossière, des mouvements et des ombres. En gros, ça nous donne ça. Les 2 yeux ouverts, la zone de vision la plus précise correspond à un angle de 6 degrés. Ensuite, nous estimons que notre vision reste assez nette sur 20 degrés. Nous discriminons ensuite certains symboles et les couleurs sur un angle d'environ 60 degrés. Et enfin, de manière générale, nos yeux voient sur environ 120 degrés et la vision périphérique de chaque œil, la vision monoculaire, peut s'étendre jusqu'à 220 degrés. Autant vous dire que là, c'est genre très très flou. Bref, quand on regarde la Joconde dans les yeux par exemple, la fovea est alors fixée sur cette partie. L'angle formé par les yeux et la bouche par rapport à vos yeux forme un angle supérieur à 20 degrés, et la bouche se retrouve donc dans le flou. C'est la zone autour de la fovea qui est responsable de la vision plus grossière, des mouvements, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, des ombres. Débrouillons tout ça avec la Mona. Au moment où vous regardez la bouche de Mona Lisa, la vision des lèvres et des contours proches est assurée par la fovea. En dehors des lèvres, vos yeux distinguent précisément le nez et les pommettes. L'ombre de ces pommettes en particulier. C'est ce qui va faire la différence avec le moment où vous regardez les yeux. Dans ce même cas, même si la bouche est située dans la zone de vision correcte, celle-ci n'est pas nette. Votre cerveau va interpréter les signaux flous et vous les faire voir net. Comme je l'ai expliqué plus tôt, la zone qui entoure la fovea est chargée des ombres. Étant donné que ces détails sont grossiers, les ombres des pommettes vont être renforcées jusqu'à se confondre avec l'ombre de la bouche. L'ombre formera alors un sourire.
Dès votre attention dirigée vers ce sourire, la bouche entrera à nouveau dans la zone de vision de la fovea et le sourire s'effacera plus ou moins en même temps que votre intérêt pour cette vidéo. Il est très facile de tromper votre cerveau avec de simples images exploitant une faille de notre vision. Vous en trouverez à peu près 1 million sur internet, mais une autre en particulier est intéressante. Cette image représente 2 tours de Pise côte à côte, et une semble pencher plus vers la droite que l'autre. Eh bien c'est ça l'illusion, les 2 tours de Pise sont parfaitement parallèles. Elles sont même identiques. Alors comment ça se fait ? Simplement, quand 2 objets sont parallèles, ils convergent à l'infini. Pour notre vision, quand 2 objets sont parallèles, leur sommet se rapproche donc de façon à ce que si l'on trace 2 droites suivant ces objets, on observe une convergence au loin. Et comme une image vaut plus que 1000 mots, voici quelques exemples. Mais revenons-en à cette tour. Pour cette illusion, il a suffi de copier-coller 2 fois la même image et votre cerveau l'interprète comme une seule grosse. Les 2 tours ne convergeant pas, votre cerveau interprète cela comme une absence de parallélisme et elles semblent donc diverger l'une de l'autre. Comme pour les pareidolie, il faut se méfier de ce que l'on croit voir et de ce que l'on croit interpréter. L'œil humain est une machine incroyable de complexité, mais il est contrôlé par notre cerveau qui, lui, obéit à nos habitudes et à ce qu'il pense être sa réalité. Cet épisode est à présent terminé, vous pouvez vous abonner en cliquant ici, mettre un gentil pouce en l'air si vous avez aimé, faire un tour sur Twitter et sur Facebook, et surtout, partager la vidéo, c'est le plus important pour lancer la chaîne. Allez, bisous!